wilaya en fonction de leur production agricole et industrielle en vue de leur affecter un budget. Pour cela, on donne les descriptions suivantes. Donc, on vous dit une wilaya est caractérisée par son nom. En même temps, moi, je suis en train de lire, je vous demande de tracer au fur et à mesure votre modèle. Prenez une feuille et tracez le modèle conceptuel de données au fur et à mesure. Voilà, donc une wilaya est caractérisée par un numéro, nom, région où elle se trouve et le nombre de villes qu'elle comporte. Chaque ville est caractérisée par son code, nom, le nombre de ses habitants et son type industriel ou agricole. Donc, un des types ville. Et là, ce que j'ai mis entre parenthèses industriel ou agricole, ça veut dire c'est la valeur de type qui peut être soit industrielle ou bien agricole. Une ville agricole est reconnue comme telle par la nature de ses produits, leur code, nom, quantité, qualité et quantité. Une ville industrielle est caractérisée par ses installations, donc des usines, etc. Chaque installation est caractérisée par un code, nom, sa localisation, c'est-à-dire la localisation, c'est-à-dire une certaine adresse, et le nombre de travailleurs qu'elle emploie. En plus de ces informations, on donne pour chaque wilaya des indications sur son budget, pourcentage affecté au secteur agricole et celui affecté au secteur industriel. Construire le modèle entité-association. Voilà, vous avez l'énoncé. Je vous laisse 2 minutes et on corrige. Voilà. Younes, il dit 5 minutes. D'accord, donc bien sûr, vous voulez que je l'envoie maintenant à l'Ikhouta. Oh, à la fin, je vais envoyer le cours, tous les supports, je vais vous les envoyer, bien sûr. Vous avez le partage, donc sur écran, j'ai partagé. Je peux agrandir si vous voulez encore plus. On va faire cet exercice et puis il y a un deuxième exercice que vous pouvez faire après. Madame, on voit pas le partage, c'est tout noir. Ah, d'accord, d'accord.
Voilà, donc j'ai partagé le. Donc, selon vous, quelles sont les entités qu'on aura pour cet exercice-là? Donc, vous pouvez répondre ou interagir sur chat. Bon, Ben Osman, il dit le code de la wilaya, c'est-à-dire tu veux dire l'entité wilaya, fiha code wilaya, etc. Déjà, en termes d'entité, quelles sont les entités que nous avons? On a l'entité wilaya, wilaya, ville, installation, quoi d'autre? Non, budget, non, c'est pas une entité. Un des wilaya, un des villes, un des installations. Revenez l'énoncé, donc regardez bien qu'est-ce qu'on vous dit. Une ville agricole est reconnue comme telle par la nature de ses produits, leur code, nom, qualité, quantité. Donc, là, ça veut dire quoi la phrase? Je reconnais une ville agricole à travers quoi? À travers les produits. Quels produits? D'accord. Donc, un produit, c'est aussi une entité. Le partage est parti. Oui, oui, je vais recharger maintenant. D'accord. Donc là, tout le monde a compris que nous avons bien sûr wilaya, nous avons ville. Donc je vais marquer comme ça les entités, wilaya, et elle sera décrite par numéro, nom, région, NB, ville. Bien sûr, on va revenir à la fin. Le conseil que je vous donne lorsque vous faites de telles modélisations, il faut lire tous les lancers. Regardez, qui maintenant à la fin, on vous dit, en plus de ces informations, on donne pour chaque wilaya des indicateurs sur son budget. C'est-à-dire budget, c'est-à-dire quoi? Pourcentage affecté au secteur agricole et celui affecté au secteur industriel. Ça, c'est des informations qu'on va compléter bureau wilaya. Donc, j'aurai pourcentage agricole et pourcentage industriel. J'ai aussi l'entité ville. Donc, elle est caractérisée par, je vais mettre code, le nom. Et là, regardez, vous avez nom ou un nom. Là, il faut donner des noms d'attributs qui vont être différents. Par exemple, wilaya, nom W ou nom V. Il ne faut pas donner les mêmes noms. Pourquoi? Parce qu'après, dans votre base de données, plus tard, lorsque vous écrivez des requêtes, donc, pour ne pas avoir des problèmes par rapport au nom d'attributs qui vont être différents. Si vous mettez un certain select nom, est-ce que c'est le nom de ville ou là, le nom de wilaya si on utilise des jointures entre les tables, etc. Bon, bien sûr, on peut mettre le nom de la table, point, le nom de l'attribut. Mais, c'est-à-dire pour des raisons de simplification, il vaut mieux utiliser des noms différents. On a produit. Bon, produit, il est décrit par le code et le nom du produit. On va voir qualité, quantité, où on va les mettre. Est-ce que dans le produit ou là, plutôt dans une relation? Et puis, installation, elle est décrite par le code, le nom, localisation et NB travailleur. Donc, ça, c'est pour les entités. Maintenant, pour les associations, quelle association allez-vous tracer par rapport à l'énoncé? Donc là, il ne faut pas oublier, c'est une base de données, elle doit nous dire si j'ai wilaya, quelles sont les villes
d'une certaine wilaya. Donc, Ben Osman, il dit la valeur d'un champ peut être conditionnelle. Par exemple, si le budget de la ville est supérieur à 500, on va dire qu'elle est riche, sinon elle est pauvre. Bon, en fait, ما دخلناش في هذه les considérations, etc. C'est un budget affecté. Par exemple, si on a la ville, je ne sais pas, une certaine wilaya, d'accord? Si elle a les deux, si elle est en même temps agricole, en même temps industrielle, elle aura un certain pourcentage pour agricole et industriel. Si elle est purement agricole, il n'y a aucune installation, et ben, c'est un pourcentage purement agricole. Si elle est plutôt industrielle, carrément, il n'y a pas d'agriculture du tout, donc le pourcentage du budget sera affecté à l'industrie. C'est dans ce sens. Bon, il dit que c'est une question générale, pas pour cet exercice. Là, tu parles d'une affectation automatique, c'est ça, par un programme, Ben Osman. Ça, tu parles d'un traitement et non pas. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut pas le faire avec SGPD? SGPD, il est là, il nous permet de sauvegarder nos données. D'accord. Après, donc, si on veut manipuler ces données-là, faire du traitement, ça va être dans c'est-à-dire à part, ça va être dans un langage de développement. D'accord. Dans la partie application. Là, on va exploiter les données et on va faire des traitements à part dans l'application, mais on va décider de ça si par rapport à certaines valeurs, elle est riche ou pas, etc. Donc, on a une association entre quoi et quoi? Donc, on dit la liste, Wilaya, elle me donne la liste, voilà, donc, Mahari et Ben Osman, ils disent entre wilaya et ville. Très bien. C'est la première relation qui est évidente. Donc, un des Ben Wilaya ou Ben Ville, elle me donne quoi? J'aurai dans Wilaya la liste des wilayas. Dans Ville, j'aurai la liste des villes. Mais l'association Wilaya-Ville, elle me donne chaque ville, je vais savoir, elle appartient à quelle wilaya. Très bien. Autre chose. Quelle est notre association? Madame V, les produits. Voilà, très bien. Donc, entre ville et produit, très bien aussi, Mahari. Donc, elle va me donner quoi? C'est les produits par une ville donnée. Dans ville, j'ai la liste des villes. Produit, on a la liste des produits. On a parlé ici de qualité et de quantité. Je les mets où, qualité et quantité? Est-ce que نحطهم في produit ou est-ce que نحطهم في l'association entre ville et produit? Mrabout Amr, il dit dans produit. Non, elle dit dans produit. Non, justement, il ne faut pas le mettre dans produit. Pourquoi? Dans produit, j'ai des produits agricoles. Par exemple, j'ai, je ne sais pas, code de la tomate, voici le nom de la tomate, etc. Un des codes de pommes de terre, code de orange, etc. Maintenant, si je mets quantité et qualité dans produit, ça veut dire à chaque fois que je prends tomate, je vais dire la quantité, telle quantité. D'accord. À chaque fois que je prends tomate, je vais dire ça, c'est la quantité, c'est la quantité. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, la quantité qualité, elle ne décrit pas le produit, mais elle décrit le produit dans une ville donnée. D'accord. Si je dis, par exemple, tomate qui a le code C1, par exemple, P1, le produit P1, elle aura une certaine quantité ou elle aura une certaine qualité pour la ville V1. D'accord.
pour dire que la ville V1 elle a produit, je ne sais pas, 1000 tonnes de pommes de terre P1. D'accord. Et avec la qualité, une certaine qualité, et qualité par exemple notée 4 sur 5. D'accord. Voilà. Donc la qualité et la quantité, elle ne décrit pas le produit, mais elle décrit le produit dans la ville. C'est comme si que, je prends par exemple étudiant ou un des modules. D'accord. La note, نحطها في l'association, ما نحطهاش في module ولا في étudiant. Si je la mets dans étudiant, ça veut dire que l'étudiant, une fois que je l'étudiant, il me dit la note. D'accord. L'étudiant de code M1, est-ce qu'il me donne la note? La note, c'est comme si elle est écrite sur son front. À chaque fois que je trouve l'étudiant, ça correspond à la note 10 ou à la note 15 ou là. Non. Ou là, je prends module, ça veut dire que c'est la note 15. C'est tout le monde qui a 15. Non, ce n'est pas le cas. Si je prends un étudiant E1, un module M1, j'ai la note N1. L'étudiant E1, pour le module M1, il a eu une certaine note. Là, c'est la même chose. Bon, je vais faire montrer un peu l'énoncé. J'espère que le partage marche. Voilà. Donc là, j'ai pas tracé, j'ai pris juste une capture en image comme ça, c'est pas grave. Donc, un des wilayas, on a mis les différentes propriétés, villes, les différentes propriétés, composées par exemple, c'est l'association. Une wilaya, on a mis la cardinalité 1N pour dire une wilaya est composée d'une ou plusieurs villes. Par contre, une ville, là, je dois mettre 1. Pourquoi? Si je prends une ville, je prends la ville de Bebsouar, elle est incluse uniquement dans la wilaya d'Alger. Je ne peux pas trouver la même ville, Bebsouar, dans Alger, dans Oran et dans Constantine. Donc là, c'est automatiquement 1. Si je prends Alger Centre, eh ben, elle appartient à la wilaya d'Alger. Si je prends une autre ville, je vais la trouver dans la wilaya dans laquelle elle appartient. Après, on a dit qu'on avait produit et on a installation. Donc, produit, elle est décrite par code produit et le nom du produit. Installation par les propriétés qu'on nous a données dans l'énoncé. Une ville, elle possède installation et elle produit. Donc, j'ai mis ici produire, produit. Et on a mis quantité, qualité dans l'association. Je répète, ce que nous mettons dans l'entité, ça caractérise l'entité. Ce que nous mettons dans l'association, ça caractérise les deux entités dans l'association. Donc, je parle de quantité pas pour produit, c'est-à-dire dans l'absolu, mais on dit quantité et qualité par rapport à produit et ville. Je vais dire ça, par exemple. Donc, je vais écrire ici. Et je prends la ville V1, le produit P1, et j'aurai une certaine quantité 1 avec et aussi qualité, une certaine qualité. D'accord. Mais je ne peux pas dire quantité, qualité dans produit. Si je la mets ici, ça veut dire chaque produit a la même quantité, la même quantité pour lorsque je parle de pommes de terre, à chaque fois c'est 1000 et à chaque fois c'est qualité haute ou la faible ou la etc. Et si je la mets ici dans l'association, ça veut dire j'ai une ville V1 qui a produit le produit P1 avec cette quantité et cette qualité. La même ville peut produire un produit P2 avec une certaine quantité, une autre quantité et une autre qualité. D'accord. Ça peut être la même ou là, ça peut être d'autres quantités. D'accord. Là, par exemple, la quantité 2. Je peux trouver aussi une autre ville, V2, elle a produit P1, mais à ce moment-là, ça va être avec des valeurs différentes de quantité et qualité. Par exemple, quantité, là c'est 1000, là, une autre ville, elle peut produire 1000 ou 1500, etc., avec qualité
qualité, je ne sais pas quoi. D'accord. Là, ce que je représente ici, c'est quoi? C'est l'extension. C'est l'extension de la relation produire. Je donne quelques exemples de types. Là, c'est produire. Voilà. Et j'ai possède qui me dit ville possède installation. Maintenant, par rapport aux cardinalités, un produit qui marche l'extension, si je prends le produit P1, regardez, il est produit par plusieurs villes, non seulement donc par plusieurs. C'est pour ça que j'ai mis ici un N. Si on suppose qu'un produit peut, je l'ai dans ma base de données, mais aucune ville ne le produit, alors à ce moment-là, il faut mettre 0N. Par exemple, c'est un produit qu'on veut produire, mais qu'on n'a pas encore produit dans aucune ville. Alors, je mets ici 0N. Une ville qui peut me dire pourquoi on a mis 0N. La cardinalité des 0N, elle représente quoi? Pourquoi nous avons mis 0N par rapport à cette cardinalité? Très bien. Donc, elle peut ne rien produire. Elle ne produit rien, ça veut dire elle est quoi? Elle est purement, elle ne produit rien comme produit agricole. Donc, elle est très bien, elle est industrielle. Voilà, très bien. Et aussi, une ville, elle peut ne pas posséder d'installation. Donc, on a mis 0. Elle peut posséder plusieurs. Le cas de 0 veut dire c'est une ville purement agricole. Donc, il n'y a aucune installation. Voilà, ça c'était un petit schéma conceptuel qui vous a permis de mieux comprendre cette histoire c'est-à-dire d'entité, d'association, comment mettre les propriétés dans une association et la notion de cardinalité. Maintenant, le passage au modèle relationnel. Donnez-moi le modèle relationnel, dictez-moi chaque entité, chaque relation, pardon. Wilaya, est-ce que tu connais le modèle relationnel? Elle va donc comporter quoi? Je vais écrire Wilaya, j'ouvre la parenthèse, j'écris numéro Wilaya, nom, région, NB, ville, budget agricole, budget industriel. Voilà. Ville, elle est décrite comment? Madame, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, madame, j'ai pas bien compris la notion de la cardinalité. Vous pouvez répéter. D'accord. Merci. Donc, j'ai dit la cardinalité. C'est le nombre de participations de l'entité dans l'association. Par exemple, il y a des wilayas. Wilaya, si je prends la wilaya d'Alger, il y a plusieurs villes. D'accord? Plusieurs villes appartiennent quand même à la wilaya d'Alger. Donc, je vais mettre N, plusieurs. Il y a au moins, donc la cardinalité, c'est quoi? C'est le nombre minimal, virgule, le nombre maximal. عندها au moins une ville, mais عندها plusieurs villes. Oh, je vais le partage là, je vais. Voilà, donc j'ai dit un N. Une wilaya, elle peut avoir au minimum, elle a au moins une ville, mais au maximum, elle a une ville. Une ville maintenant, c'est au minimum un, au maximum un. Ça veut dire que c'est exactement un. Une ville appartient à exactement une wilaya. Si je prends la ville d'Alger centre, Alger, elle appartient à une seule wilaya. Je ne peux pas trouver Bab Zouar Kimarahi avec tout ce qu'elle contient, je trouve la même Bab Zouar ailleurs. Je la trouve uniquement dans la wilaya d'Alger. Voilà. 0N. 0N ici, je répète, on a dit ville, c'est la cardinalité 0N par rapport à produit. 0 veut dire une ville peut ne pas produire. Elle est purement industrielle, elle ne produit rien, donc c'est 0. Au maximum, N, elle peut produire plusieurs produits. Et c'est la même chose pour là, donc 0N. Si je mets 1N, ça veut dire
un produit, il peut être produit par une ville, comme il peut être produit par plusieurs villes en même temps. Si je prends la pomme de terre, par exemple, elle est produite par plusieurs villes, donc c'est N, et au minimum c'est 1. J'ai dit tout à l'heure, c'est selon les règles de gestion appliquées. Si dans l'énoncé, on vous dit un produit, on peut l'ajouter, mais il peut ne pas être produit par aucune ville pour le moment. Il est au stade d'étude, etc. Donc, un DER 0N, tout simplement. Une installation, pourquoi on a mis 1? Si je prends une usine, elle appartient à une seule ville. Elle ne peut pas être partout. Si je prends une certaine usine, elle ne peut pas être là et là en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici 1. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a ajouté le code. D'accord, code d'installation. C'est pour ne pas rentrer dans le détail d'une usine. Elle a plusieurs filiales dans plusieurs villes. Chaque filiale a un code, donc c'est 1. Je ne peux pas trouver l'usine partout. Elle appartient par rapport à la localisation, elle se situe dans un seul endroit. Si je prends USTHB en tant qu'université, ce n'est pas une installation industrielle, juste pour donner l'exemple. Bebsouar, elle se situe uniquement dans la ville de Bebsouar, USTHB. Je ne peux pas la trouver ailleurs. Voilà. C'est clair pour cette notion de cardinalité. On passe maintenant au modèle relationnel. Donc, j'ai dit, par rapport aux installations, donc, par rapport au wilaya, donc, la relation wilaya, j'ai la relation ville. Est-ce que je vais avoir composé? Et qu'est-ce que je vais avoir dans ville? Allez-y, donnez-moi vous-même le modèle relationnel. Donc, wilaya, on l'a donné. Ville, je décris comment ville. Allez-y, quelqu'un prend la parole, il nous donne la représentation de ville. Donc, نكتب ville, j'ouvre la parenthèse, code V, je souligne, virgule, je mets les attributs. Et là, ça fait partie de quelle représentation? C'est représentation père-fils. Une ville, elle appartient à une wilaya. Donc, ville, elle a un seul père, c'est wilaya. D'accord. Donc, là, qu'est-ce que je vais mettre? On va décomposer, elle va disparaître sur le modèle relationnel. Et dans ville, je vais ajouter le numéro de wilaya avec une clé étrangère. Voilà, donc je vais avoir ça. Je vais avoir wilaya, donc numéro de wilaya. Le nom de la wilaya, région, etc. Je vais mettre tous les attributs. Ville, la même chose. Donc, j'ai mis le code de ville, le nom, etc. Et on a ajouté ici le numéro de wilaya comme étant une clé étrangère. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé la relation qui existait entre wilaya et ville, le modèle relationnel, puisqu'elle est du type père-fils. On a produit. On a produire, donc, c'est une clé composée. C'est une clé composée, code ville et code produit, et j'ajoute les autres propriétés. Installation, la même chose, donc j'ajoute le code d'installation comme étant, je le mets comme étant clé primaire, et je mets les autres attributs. Et là, c'est la même chose, donc une relation de type père-fils possède, elle va disparaître du modèle relationnel. Et là, ville, c'est le père de l'installation. Donc, je vais retrouver le code de ville installation. Voilà, comme étant une clé étrangère. Et là, je prends directement ce schéma relationnel et j'utilise mon langage SQL qui me permet de créer cette table-là dans ma base de données. Voilà. Donc, la semaine prochaine, donc, tout à l'heure, dans la séance de TP, je vais expliquer les deux énoncés de TP et je vais vous donner le TP à manipuler.
La semaine prochaine, c'est quoi c'est-à-dire l'objet du deuxième chapitre, c'est quoi? C'est de démarrer avec un certain schéma relationnel qu'on appelle brut. C'est un schéma relationnel brut. Bon, là, c'est-à-dire, il n'y a pas de redondance parce que c'est un petit schéma. Mais généralement, dans les modèles relationnels, les schémas relationnels, donc on peut appeler modèle relationnel ou le schéma relationnel, c'est la même chose. Parfois, il y a des redondances. Donc, avec les redondances, on doit normaliser ce qu'on appelle le schéma relationnel. D'accord, on va appliquer les trois formes normales. Je fais uniquement première forme normale. On va voir la deuxième et la troisième forme normale, etc. Donc, ce cours-là, il est un peu théorique. D'accord. On va le faire la semaine prochaine. On va consacrer 2 séances de cours et les 2 séances de TD, on les fera la semaine en présentiel. On prend une pause de 10 minutes, environ. On reprend dans 10 minutes pour expliquer le TP. Voilà. Donc, ça va être une séance de TP. Les outils, on vous dit SQL, pratiquement, c'est les mêmes requêtes, c'est les mêmes structures pour tous les SGBD à quelques différences près. D'accord. Le SQL n'est pas standard à 100%. On vous dit ici, Structured Query Language, c'est un standard. D'accord. C'est un langage de définition, de manipulation et de contrôle de bases de données relationnelles. C'est un standard, mais ce n'est pas à 100%. D'accord. Vous pouvez prendre, par exemple, une certaine requête de création de table ou là de alter table, etc. dans Oracle, qui va être différente un peu par rapport à MySQL, etc. Mais globalement, c'est pareil. Il inclut ce qu'on appelle le LDD, langage de définition de données, qui va nous permettre la création, la modification, la suppression des définitions de tables et d'index. C'est-à-dire, je pourrais créer un index, créer une table, modifier, supprimer. D'accord. Je parle de suppression. Non, ce n'est pas la suppression vide de la table. Donc, elle fait partie de LMD. Donc, la suppression. Et celles-ci, elles sont différentes. D'accord. LDD, si je supprime une table, ça veut dire que je l'ai supprimée physiquement. La suppression physique, je vais appliquer dessus ce qu'on appelle un drop table. Drop table veut dire que c'est une suppression physique, c'est-à-dire physiquement, elle ne va plus exister. Par contre, ici, LMD, langage de manipulation de données, elle me permet d'ajouter des tuples, supprimer des tuples, modifier des tuples, interroger des données, c'est-à-dire faire des requêtes select. LCD, c'est le langage de contrôle de données qui va me permettre la gestion des protections d'accès. Création d'utilisateurs, création de rôles, voilà, donc l'affectation des privilèges, qui a le droit de faire quoi sur cette table. Je crée un utilisateur, je lui donne le droit uniquement, il peut uniquement consulter. Je lui donne un rôle de DBA, Database Administrator, c'est-à-dire c'est un administrateur de base de données, il a tous les droits, il peut tout faire. Quelqu'un d'autre, je lui donne le droit de consulter toutes les tables. Il peut consulter uniquement cette table. Il peut modifier la table head, il peut supprimer la table head, il peut créer des index, etc. Tout ça, c'est les droits d'accès qu'on va manipuler dans un TP prochainement. Chaque instruction est terminée par point, point virgule. D'accord. Donc, à la fin, je mets point virgule pour marquer la fin d'une requête. Pour insérer des commentaires, j'utilise ça. Donc, c'est le même, c'est-à-dire même notation utilisée dans le programme. On démarre par les définitions de données. Donc, SQL propose aux utilisateurs un ensemble d'instructions, un ensemble de requêtes qu'il peut écrire. Donc, sur les tables, sur les index, sur les vues, et d'associer une définition à une contrainte. On va voir c'est quoi ça. Donc, on obtient la création d'une table. Là, je reviens ici, et d'associer à une définition d'une contrainte. Donc, des vues et d'associer à une définition d'une contrainte, c'est-à-dire lorsque je crée par exemple une table,
je vais la créer avec une certaine contrainte d'intégrité, qui est la contrainte primary key ou la foreign key, etc. Ça, c'est l'instruction globale de création d'une table, create table. Après, je donne le nom de la table, tous les attributs. Pour chaque attribut, je donne à côté le type, ce qu'on a appelé tout à l'heure le domaine, et ils sont séparés par des virgules. Après, je donne la contrainte d'intégrité, suivie d'une autre contrainte d'intégrité. Si j'en ai plusieurs, eh bien, je vais les mettre l'une après l'autre. Maintenant, ce qu'il faut connaître, c'est que le SQL+, n'importe quel interpréteur de base de données, d'accord, lorsqu'on écrit des requêtes comme ça, c'est un interpréteur. C'est-à-dire, lorsque vous écrivez create, il attend à trouver un espace. Et juste après, il attend à trouver le mot-clé table. S'il trouve table, il attend à trouver un espace, un blanc comme ça, et après le nom de la table. Après, il attend à trouver une parenthèse. Et ce qu'il y a après la parenthèse, c'est le nom d'un attribut. Ce qu'il y a après, c'est le domaine ou là, le type. D'accord. Je vais voir, il y a une question. Donc, Ben Osman, il nous dit, est-ce que si j'ai une table qui a été créée, est-ce qu'il accepte la création d'une autre table qui a le même nom? Là, je te dis non. C'est le principe, c'est-à-dire de non-redondance. Tout à l'heure, vous comprenez maintenant, on a étudié le cours de tout à l'heure qui nous décrit le fonctionnement global d'un SGBD. D'accord. Donc, le SGBD, il permet de gérer la non-redondance. Je ne peux pas créer deux objets qui ont le même nom. D'accord. C'est comme si que tu me dis, est-ce qu'un programme peut créer deux variables qui ont le même nom? Je te dis non. Et là, c'est pareil. Donc, lorsque vous créez les tables, le principe du SGBD, il vérifie que ce n'est pas redondant. C'est deux objets qui ont des noms différents. Voilà. Donc, lorsque je vais créer comme la table, c'est un interpréteur. Le SQL+, il vérifie chose après chose. Maintenant, si vous faites une erreur, imaginez, il sait le nom d'une table, après, il ne trouve pas parenthèse. Eh bien, il va vous signaler qu'il y a une erreur. Il ne va pas exécuter la requête parce qu'il n'a pas trouvé parenthèse. Mais là, s'il a trouvé une parenthèse, après, il trouve directement un type, alors qu'il s'attend à trouver un nom d'attribut. Voilà. Donc, il faut respecter la syntaxe. Maintenant, on va expliquer un peu les types de données. Les types, ou là, les domaines, c'est les types. Donc, on a le type number, et entre parenthèses, je mets la taille. C'est un entier à n chiffres. D'accord. Il y a combien de chiffres que contient cet entier-là? Number n, c'est pour représenter les réels. Donc, ce qu'il y a après la virgule, il y a combien de caractères avant la virgule et après la virgule pour les réels. Varchar ou la char, c'est pour représenter les attributs de type chaîne de caractères. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre varchar et char. Si quelqu'un va créer une table, après il va mettre un attribut, il va mettre caractère comme ça de n. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va réserver la même taille pour tous les attributs, pour toutes les lignes. D'accord. Donc, si vous avez par exemple la table étudiant, matricule, après on dit le nom, si je mets char de 30, ça veut dire lorsque je vais insérer un tuple pour un étudiant donné, je réserve 30 caractères. Même si le notaire fait 5 caractères ou la 10 caractères, le SGBD, il va quand même réserver toute la taille. D'accord. Si je mets var char n, ça veut dire si j'insère un étudiant, le notaire fait 10, alors le SGBD, il va réserver uniquement 10 caractères. Il a fait 5, il réserve 5.
D'accord. Donc, ils ne vont pas réserver avec la taille maximale. C'est-à-dire c'est variable selon ce que j'ai. C'est-à-dire au maximum, c'est N. Par exemple, je vais mettre varchar 30. Au maximum, c'est 30. Mais si le nom fait 15, eh ben, il va me réserver 15 avec le tuple. Il ne va pas me réserver plus. Bon, en tant qu'administrateur d'une base de données, tout ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus le problème d'espace disque, etc. On parle de téraoctets, on parle de plus, etc. C'est-à-dire, mais quel problème l'espace disque? On peut, c'est-à-dire réserver tant qu'on veut d'espace disque. Mais le problème qui se pose, c'est l'optimisation des requêtes. D'accord. Optimisation des requêtes. Je vais expliquer pour comprendre ça. Le principe des requêtes, il se déroule comment? On dit une base de données. Alors, il est sauvegardé sur la mémoire secondaire. Et j'ai des requêtes. Pardon. J'ai une requête. Le fait d'écrire une requête, donc avec la requête, je la lance, je récupère les données en mémoire centrale. 2 minutes seulement. Le fait de les données sont sauvegardées en mémoire secondaire sur le disque dur. Lorsque, dans un programme donné, vous écrivez une requête, vous mettez un select étoile from étudiant. Donc, pour le SGBD, qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Les données qui sont sur le disque dur, eh bien, ces données, elles seront chargées en mémoire centrale. Tous les traitements s'effectuent en mémoire centrale. D'accord. Donc, le fait de charger comme ça des données de mémoire secondaire vers la mémoire centrale pour faire ce qu'on appelle des opérations de lecture, d'écriture, d'accord, tout se fait en mémoire centrale. Donc, vous risquez d'encombrer votre mémoire centrale et du coup, il y a une lourdeur dans l'exécution des requêtes SQL. Donc, c'est pour ça que l'une des tâches de l'administrateur, c'est de bien réfléchir sur les types à utiliser pour la création des tables, etc. Tout ça, ça fait partie de l'optimisation des requêtes. Voilà. Maintenant, chaque chose a des avantages, a des inconvénients. Le fait d'utiliser char de N nous permet, c'est vrai, de gaspiller de l'espace et d'avoir beaucoup c'est-à-dire des tailles en plus que prévu. Par contre, varchar nous permet de réserver uniquement ce que nous avons à sauvegarder sur cette base de données. Par contre, avec char de N, donc, il n'y a pas de problème. On ramène les données, on les change en mémoire. Avec varchar, puisque la taille maximale, par exemple, c'est 30. Maintenant, lorsque je fais des opérations de lecture, c'est-à-dire je fais un select, et que le tuple fait, par exemple, moins de 30, fait 10, alors il y a des algorithmes qui vont s'exécuter dans le SGBD pour me permettre de charger uniquement la taille que j'ai à charger. Donc, peut-être avec les algorithmes, bien sûr, puisqu'ils vont s'exécuter, ils vont prendre du temps d'exécution. Donc, là, c'est un choix à faire. Soit j'utilise char ou la varchar, tout dépend de la taille des données à utiliser, etc. Il y a le type date. Lorsqu'on parle de date, on parle de format de date. Est-ce que j'utilise JJMM et l'année, est-ce qu'elle est sur 4 positions ou sur 2 positions, etc. Est-ce que j'utilise date anglo-saxon, je commence par le mois, ensuite le jour, ensuite l'année. Ça fait partie du format de date. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Il y a les types d'attributs, il y a les contraintes d'intégrité. On va expliquer les 3 contraintes d'intégrité qu'on va manipuler. Donc, la contrainte clé primaire, la primary key. Donc, je vais mettre le mot-clé constraint, le nom de la contrainte. Donc, toute chose aura un nom. Pourquoi? Parce qu'on peut la modifier, on peut vouloir accéder à cette contrainte à travers le nom TAHA. Donc, constraint, nom de la contrainte,
et je mets le nom de cette contrainte qui est primary key. Entre parenthèses, je déclare c'est quoi les clés de cette primary key. Dans les tables qui m'a tout à l'heure, je fais la table, par exemple, médecin. Donc, j'aurai ici primary key et je mets ici le code du médecin. Par contre, dans une table, il y a une clé composée, et ben, je vais mettre primary key, j'ouvre la parenthèse et j'écris les deux clés. Clé 1, par exemple, qui m'a par exemple, pratiquer. Je vais avoir ici matricule, virgule, je vais avoir code sport. D'accord. Donc, primary key, dans ce cas, pour cette table-là, c'est une clé composée. Clé étrangère. La clé étrangère, je vais mettre la même chose, constraint, le nom de la clé, et j'écris cette fois-ci foreign key, pour dire clé étrangère. Et entre parenthèses, je mets l'attribut qui va jouer le rôle de clé étrangère dans cette table-là. Et je mets references, table où se trouve cet attribut. Je fais la référence vers la table où la clé, c'est une clé primaire. Qui m'a tout à l'heure, si vous vous rappelez, on a eu wilaya ou ville. D'accord, ville, on a le code wilaya. Donc, si j'ai créé la table ville, après donc, avoir mis tous les attributs, etc., après avoir déclaré la contrainte d'intégrité de primary key, le code ville, je vais mettre constraint, par exemple C étrangère 1, CE1, je vais mettre foreign key, entre parenthèses, je vais mettre ici le code W pour dire code wilaya, references, je mets la table references, je mets ici wilaya et je mets ici code W pour dire code wilaya. D'accord. Et vous comprenez maintenant pourquoi lorsque je déclare une table avec clé étrangère, je dois d'abord créer la table différente de la clé étrangère comme étant clé primaire. Donc, ce qu'on comprend de là, l'ordre de création des tables, on doit vérifier l'ordre de création. Si je commence par créer la table ville, avant de créer la table wilaya, j'aurai une erreur. Donc là, je commence d'abord par créer la table wilaya, ensuite je crée la table ville. Il y a une autre contrainte, donc constrainte de domaine, contrainte de domaine, je mets constrainte, le nom de la contrainte et les contraintes d'intégrité de domaine, on les appelle check. Je mets check et j'écris la condition. J'écris la condition, tout ce que je veux. Par exemple, je vais dire le salaire doit être supérieur à une certaine valeur. C'est des choses de vérification. Voilà, check, et je vais vérifier tout ce que je veux vérifier. Par exemple, si j'ai nationalité, je vais mettre check et nationalité égale algérienne pour dire que tous les types doivent avoir une nationalité algérienne, etc. Donc là, c'est juste des exemples de vérification. Là, on a vu la création des tables. Création d'index maintenant. Donc, on a dit les index. Tout à l'heure, j'ai expliqué l'objectif des index. Un index, il sert à... Bon, je prends les questions s'il y a des questions. Donc, Ben Osman, il dit c'est comme la note, c'est toujours deux chiffres. Pas compris là, parce que j'ai loupé la question. Ah, c'est bon, d'accord. Là, Younes, il dit quelle est la différence entre clé index et une clé foreign. C'est des choses différentes, Younes. Donc, là, foreign key, c'est une clé étrangère. Et index, la clé d'index, c'est l'entrée d'index. On va voir maintenant, juste maintenant, c'est quoi un index et comment le créer. Baraka, il dit les clés primaires peuvent être
composé de plusieurs colonnes. Oui, je l'ai expliqué, je pense tu as compris ça. Voilà, donc l'index, tout à l'heure, j'ai expliqué en cours, c'est quoi le rôle d'un index, c'est pour faciliter. On a la même philosophie que l'index du livre. Si j'ai une feuille index à la fin du livre, elle me permet de me brancher facilement. Donc, l'accès à ce moment, il va être comment? Je vais aller vers la page index, qui est ordonnée par ordre alphabétique. Je me positionne directement sur le mot que je veux et je récupère la page, la page et je récupère, c'est-à-dire le mot avec le livre. Là, c'est la même chose. L'accès aux données ne sera pas fait si j'ai un index, il ne sera pas fait directement vers la table. Donc, d'abord l'index. Après l'index, je récupère ce qu'on appelle des pages mémoire. Donc, je vais après accéder, même avec la page, accéder directement physiquement vers la table physiquement où elle se trouve. Donc, l'accès, il se fait d'abord l'index, ensuite vers les tables. Là, c'est des structures physiques, d'accord? C'est pour accéder rapidement à la donnée où elle se trouve. La syntaxe de création d'un index, c'est create, unique. Donc là, j'explique ça maintenant et c'est valable pour toutes les requêtes SQL. Lorsque vous trouvez des crochets comme ça veut dire que la partie, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire si je ne veux pas utiliser unique, je vais mettre directement create index. D'accord. Unique maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dire? Si je la mets, je vais mettre create unique index. Bien sûr, je vais l'écrire comment? C'est pas la peine de mettre les crochets. D'accord. Je vais copier ça. Je donne un exemple. Je vais mettre create. Mais les crochets, bien sûr. Il ne faut pas les mettre. Si je mets ça, create unique index, on se met par exemple ID 1 et je continue la requête de création d'index. Le fait de mettre unique, ça veut dire je ne veux pas avoir les doubles. D'accord. Je ne veux pas avoir de doublons sur l'index d'arrêt. C'est comme si je crée un index sur le nom. Oui, le nom, par exemple, le même nom, mais créer une seule fois. Si je ne mets pas unique, ça veut dire toutes les entrées de l'index représentent les mêmes entrées que j'ai dans la table. Donc, ce n'est pas la peine de mettre unique. Voilà. Et la syntaxe après, c'est quoi? C'est le mot-clé index, après le nom de l'index, on, sur quelle table, je donne le nom de la table, et entre parenthèses, je vais dire l'attribut. Est-ce que c'est par ordre ascendant ou descendant? Virgule, je peux indexer par rapport à un autre attribut. Si c'est par rapport à un seul, eh bien, ce n'est pas la peine de mettre du tout les parenthèses. Je vais mettre juste on, nom de table. Je mets c'est-à-dire la parenthèse et sans mettre virgule, pardon, etc. la suite. Je vais mettre par exemple nom. Si c'est ascendant ou descendant, je vais dire les crochets, je ne sais pas la peine. D'accord, bon, je vais mettre un exemple complet. Create, je suppose que je n'ai pas mis index, je n'ai pas mis unique. Create index, ID 1, on, par exemple sur la table employé. Là, sur le nom de l'employé, et c'est un ordre ascendant, je suppose. Je vais mettre comme ça. Donc, il va me créer un index, l'IOSMO ID1 sur employé. Par rapport à l'attribut nom employé, ça va être un ordre ascendant. Donc, ascendant, descendant, je vais mettre. Donc, c'est l'ordre croissant ou décroissant. On va voir que par défaut, c'est ascendant. Si je mets rien, c'est ascendant. Voilà. Destruction maintenant. Pour supprimer une table, j'utilise
j'utilise la requête drop table et je donne la table. Cette requête implique la suppression physique, c'est-à-dire la table, elle ne va plus exister. Pour supprimer un index, je mets drop index, le nom de l'index. Et là, j'ai donné des exemples de requêtes. Create table, par exemple, département, département, numéro département, le nom, localisation. Et je mets à la fin constraint dep, mettre la contrainte. Je lui ai donné le nom de dep pk, primary key, et je donne l'attribut qui va jouer le rôle de clé primaire. Toujours, je termine par point virgule pour exécuter la requête. Contrainte clé étrangère, la même chose. Et bien sûr, on a expliqué 3 contraintes. Il y a aussi la contrainte note nulle. Lorsque je mets note nulle, ça veut dire que je n'accepte pas la valeur nulle. Qui veut dire quoi? Lorsque je vais faire un insert de la table employée d'un certain type, je ne peux pas ne pas insérer le nom de l'employé. Par contre, si je mets rien, je peux ne pas saisir le numéro du département ou la fonction ou la date début. D'accord. À ce moment-là, elles vont être des valeurs nulles, vides. Voilà. Par contre, la clé primaire, elle est obligatoire, bien sûr. On ne peut pas ne pas saisir de clé primaire ou la étrangère. Et pour les autres champs, pour les autres attributs, si je mets note nulle, ça veut dire qu'elle est obligatoire. Si je mets rien, ça veut dire qu'elle est facultative. Je peux ne pas la saisir. Pour donner la description d'une table, par exemple, vous avez créé une table, vous voulez voir c'est quoi les colonnes de cette table-là, vous mettez describe ou la tout simplement DESC, ou la describe en entier, et le nom de la table. Et vous exécutez, il va vous afficher toutes les colonnes de cette table-là. Voilà, donc là, j'ai dit contrainte note nulle pour exprimer que l'attribut est obligatoire. Ça, je viens de le dire. La contrainte check, limiter les valeurs d'un attribut. Seules certaines valeurs seront autorisées. On va voir des exemples. Donc, par exemple, on a mis create table fill, code number de 4, titre valsar de 40 et on a mis note nulle, ça veut dire elle est obligatoire. Durée, le type taha integer et check, on a ajouté check, durée supérieure à 0 and durée inférieure à 3. Qui veut dire quoi? Tous les films, ils ont une certaine durée qui est inférieure à 3 heures. Voilà. Donc, dans check, on peut tout écrire. C'est des conditions. Donc, conditions, je peux tout mettre la condition. C'est des valeurs par rapport aux valeurs, donc, arithmétique et logique. Donc, j'utilise les opérateurs, voilà, arithmétique et logique. Arithmétique, ça veut dire quoi? J'utilise le égal, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal à une certaine valeur. Et j'utilise les opérateurs logiques, and, or, not, etc. Des opérateurs logiques que vous connaissez. La contrainte aussi que je vous présente ici, c'est la contrainte default. Default, c'est pour insérer une valeur par défaut. Imaginez, quelqu'un a écrit la requête insert et comme l'attribut, par exemple, il n'est pas obligatoire, il est facultatif, alors si je saisis rien, par défaut, j'aurai cette valeur. Donc, maintenant, par exemple, nationalité default algérienne. Donc, si je saisis rien, alors par défaut, vous allez trouver la valeur algérienne. Là, j'ai ajouté un autre exemple de contrainte check sur non-réalisateur. On a mis ici check, non-réalisateur like %R. Là, ça veut dire quoi? Like %R. Ça veut dire non-réalisateur, il se termine obligatoirement par R. Le fait de mettre comme ça %, ça veut dire il commence par n'importe quoi. On va manipuler ce type de requête après dans SQL. On va
y revenir après. Voilà, l'ajout d'attributs maintenant. Donc, si j'ai à ajouter un certain attribut, j'utilise ce qu'on appelle des requêtes alter table. Alter table, le nom de la table, add, et je mets l'attribut et le type. Virgule, le deuxième attribut et le type. Ce qui veut dire quoi? Imaginez, on a ajouté une table, on a créé plutôt une table. Pardon, là. Pardon. Donc là, ça c'était le premier TP, qui consiste à quoi? À créer des tables, créer des index, et puis donc ajouter des contraintes sur les tables, qui sont la contrainte primary key, foreign key, on a vu la contrainte check, la contrainte default, la contrainte not null, voilà, avec des exemples. Le deuxième TP, c'est les instructions de mise à jour. Donc, imaginez, vous avez créé votre table, après il y a eu un changement. Vous vous rappelez tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de schéma, j'ai le modèle conceptuel des données, j'ai les modèles externes. Il se trouve qu'il y a d'autres besoins, de nouveaux besoins qu'on n'a pas pris en compte. On doit les ajouter. Donc, qui dit ajouter de nouveaux besoins, dit peut-être mettre à jour le schéma des données. Et donc, on peut être amené à ajouter des tables, on peut être amené à ajouter des colonnes, c'est-à-dire des attributs sur les tables. Ou là, par exemple, imaginez, vous avez créé une table avec un attribut sur 20 caractères. Après, vous avez remarqué qu'il y a des noms qui dépassent les 20 caractères. Alors, vous serez amené à faire ce qu'on appelle un alter table, changer la structure de la table pour permettre d'ajouter, de saisir plus de 20 caractères sur le nom, par exemple. Donc, vous allez exécuter des requêtes de type alter table, le nom de la table, add, attribut, type, deuxième attribut, type, etc. Là, c'est pour ajouter des colonnes, des attributs. On peut modifier un attribut en exécutant la requête alter table, le nom de la table, et j'utilise modify. L'attribut, je donne le type. Si j'ai à modifier un autre attribut, je donne l'attribut et le type. Si je veux ajouter un seul attribut, ce n'est pas la peine de mettre les parenthèses. Je mets juste add, attribut, type. La même chose, modify. Si je veux modifier juste un seul attribut, je mets modify, attribut, type. Si maintenant ça dépasse, si c'est 2 ou la plus, je mets des parenthèses. On peut supprimer des contraintes. D'accord. Contrainte, par exemple, je peux supprimer la clé étrangère. Si je veux supprimer la contrainte check, si je veux supprimer la contrainte, n'importe quelle contrainte, je vais mettre ici alter table, le nom de la table, drop constraint et le nom de la contrainte. Vous comprenez maintenant pourquoi on a nommé les contraintes, parce qu'on peut avoir besoin de les supprimer, de les modifier, etc. Donc, là, c'est pour ça qu'on leur a attribué des noms. Voilà, on donne ici quelques exemples de requêtes. J'ai par exemple customer ID, c'est la clé primaire, customer name et adresse. Donc, c'est la table client, l'idée tel client, le nom et l'adresse. Je vais mettre une simple requête de create table customers. Voilà, donc un des customer ID, c'est un number par exemple de 10, not nul. Bon, là, je peux mettre nul. La note nulle, en fait, elle est en plus parce que je l'ai déclaré comme étant primary key, donc c'est pas la peine de mettre note nulle. C'est évident. Customer name, là, si je précise note nulle, ça veut dire qu'elle est obligatoire. Adresse, elle est facultative parce que je n'ai pas mis le note nul. Pardon. Voilà, donc je reviens. Un des constraints, le nom de clé primaire,
je marque la mention que c'est une primary key et je donne l'attribut qui va jouer le rôle de primary key et je termine par un point virgule. Ne pas oublier les parenthèses, s'il vous plaît. Donc, vous avez parenthèse ouverte, je ferme la parenthèse. J'ai ouvert la parenthèse, je ferme la parenthèse. Et puis là, j'ai donné plusieurs exemples pour alter table. Alter table customers add. Là, j'ajoute un attribut qui s'appelle city, ville, varchar de 20. J'ajoute state, état, d'accord, pour dire c'est de type varchar de 30. Donc là, on a ajouté deux attributs pour la table. Là, on a modifié le nom. Le nom, par exemple, qui était sur 50, on le sur 60. On peut écrire alter table customer modify city. State, on a changé aussi les tailles, les types, les deux colonnes qu'on vient d'ajouter ici. Alter table customers drop colon state, on a supprimé la colonne, on utilise drop colonne. On peut renommer une colonne, on peut renommer une table. Voilà. C'est quelques exemples pour voir comment changer la structure d'une table. À la fin, je vous donne cette manipulation, d'accord, pour du TP1 et 2, soit le modèle relationnel suivant relatif à la gestion des hôpitaux. Donc, un des hôpitaux, il est décrit par la clé primaire code hôpital, le nom de l'hôpital, wilaya, NB service, date création. Vous allez créer la table HDF. Donc, il y a une seule contrainte primary key. Vous avez service, la même chose. Donc, code service, clé primaire, le nom du service, le bâtiment, et puis le code hôpital qui est une clé étrangère. Donc là, il faut bien sûr respecter l'ordre. Il faut d'abord créer hôpital, ensuite service. Une des chambres selon vous. Donc, c'est quoi la clé primaire d'Aha? Donc, un des codes hôpital, code service, numéro chambre. Tout ça, c'est le code de chambre. Il faut d'abord comprendre le schéma relationnel. Le schéma relationnel, il permet la gestion des hôpitaux sur le territoire national. Donc, si je dis la chambre, je donne le numéro chambre 10. J'ai rien compris. 10, en tant que chambre, c'est pas clair. Il faut donner quel est le service et quel est l'hôpital pour pouvoir accéder à la chambre. Voilà, donc il faut code hôpital et il faut code service en même temps. Parce que ce qui veut dire que dans deux services donnés, je peux trouver le même numéro de chambre. Si je prends par exemple service cardio et service, je ne sais pas, dermatologie ou là, pédiatrie ou là, je peux trouver la chambre 10, la chambre 10. Donc là, pour identifier de manière unique une chambre, il faut tout ça. Après, j'ai le numéro infirmière qu'on a ici, donc c'est une clé étrangère, et le nombre de lits. Là, c'est le numéro de l'infirmière, par exemple, qui s'occupe de cette chambre-là. Employé, numéro de l'employé, toutes les informations, et puis j'ai le code du service et le code de l'hôpital. Deux clés étrangères. Donc, là, il suffit de créer la clé étrangère foreign key sur code service, virgule, je crée un autre foreign key sur code hôpital. Médecin, donc le numéro du médecin comme étant clé primaire, spécialité salaire, et puis numéro employé comme étant une clé étrangère. Voilà, donc, vous voyez l'ordre de création, il faut d'abord définir l'ordre, d'abord par hôpital, ensuite service, ensuite je ne peux pas créer directement chambre parce que chambre a un des numéros infirmières. Numéro infirmière, elle est là. D'accord. Léa aussi, elle utilise numéro employé. Donc, je dois d'abord créer employé, mais je peux créer indépendamment médecin, infirmier, peu importe l'ordre. Et après, je vais créer chambre.
Voilà, et puis patient, donc patient, un des numéros de patient, puis les autres informations. Après, un des codes service. Code service, c'est une clé étrangère. Hospitalisation maintenant. Un des numéros du patient et date d'hospitalisation, ça c'est la clé primaire. Code hôpital et numéro de chambre, code service, pardon, code service, code hôpital, numéro de chambre, ça c'est la clé étrangère. Et là, il faut réfléchir. Je ne vous donne pas la réponse maintenant, je vous laisse réfléchir pour la semaine prochaine, comment que vous allez créer ça. D'accord. Bon, je ne vais pas vous compliquer les choses. D'abord, je vais couper ça. Je vais d'abord commencer. Bon, code hôpital, virgule, code service, virgule, numéro de chambre. Bon, je vous laisse le soin de réfléchir d'abord et après, je vous donnerai le corrigé de ça. Madame des soins, numéro patient, numéro médecin comme étant clé composée, c'est la clé primaire. Tout l'exercice de création, première question, créer les relations de base avec toutes les contraintes d'intégrité. Les contraintes d'intégrité, pour le moment, c'est quoi? C'est contrainte primary key et foreign key. La seule table qui va peut-être, je dis bien peut-être, vous poser problème, c'est bien cette table-là. Mais si vous avez compris le schéma, en principe, vous n'allez pas faire l'erreur lors de sa création. Il faut d'abord comprendre le schéma. Donc, hôpital, il me donne la liste de tous les hôpitaux. Et il est décrit par code hôpital. Service, il me donne la liste de tous les services. Chambre, elle me donne la liste de toutes les chambres. Et j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit une chambre, elle est décrite pas par numéro chambre, mais numéro chambre, code service, code hôpital. D'une chambre. Voilà. Et donc, lorsque j'ai hospitalisation, un numéro de patient, il est hospitalisé dans une chambre. Donc, le patient, si je vous dis il est dans quelle chambre, il faut réfléchir. Il est dans quelle chambre? Vous allez dire la chambre 10 ou là vous allez dire la chambre hôpital H1, service S1 et chambre 10. Tout ça, c'est le code de la chambre. Voilà, j'ai presque donné la réponse. Maintenant, je vous laisse le soin d'écrire la requête de création de cette table. Deuxième question, ajouter l'attribut date de naissance à la relation employée. Après, supprimer l'attribut date création de la table hôpital. Ajouter les contraintes suivantes. Une chambre possède au moins un lit et au plus 4 lits. Donc, il faut ajouter la contrainte check sur la chambre. Le salaire d'un infirmier ne peut être inférieur à 30 000 dinars. Voilà, donc vous ajoutez aussi la contrainte check sur la table infirmière. C'est une manipulation des deux TP que je viens d'expliquer. Bien sûr, l'interro ou l'examen, je peux donner des questions de ce type-là. Je veux que chaque étudiant, une fois que j'explique le TP, il doit le manipuler. Voilà. Bon, par faute de temps, je ne peux pas vous dire envoyez-moi les TP, je vais les corriger, etc. Vous êtes quand même nombreux pour noter tous les TP, mais c'est pour votre apprentissage. Vous serez évalué sur ça. Je peux, dans l'examen, donner un exercice de type comme ça, TP, où je donne un schéma relationnel et je donne des questions où vous devez écrire les réponses à ces questions-là. Voilà, donc je pense que je fais le tour des deux TP. Vous avez une première manipulation à faire. Il faut installer SQL+, et manipuler le TP. Vous le gardez de côté. Moi, je peux vous donner, bien sûr, je vais vous envoyer le corrigé la semaine prochaine. Il est 12h05 pour commencer la séance. Un nouveau cours, je ne sais pas, je pense je vous ai beaucoup chargé Lyon. La semaine prochaine, on va commencer le cours voilà, en présentiel. S'il y a des questions, on les prend.